Il était une fois une jolie jeune femme de 20 ans, nommée Elina. On disait d'elle qu'elle était la fille des hôtels de la ville. Elle menait une vie insouciante, couchant avec des hommes contre de l'argent. Elle croyait que la vie devait être pleinement savourée, et rien ne pourrait l'empêcher d'en profiter au maximum. Tous les hommes, qu'ils soient célibataires ou mariés, voulaient avoir un avant-goût d'elle. Les parents d'Elina, surnommés les croyants, étaient très pieux. Son père était pasteur et fondateur d'une église comptant de nombreux fidèles, qu'il dirigeait avec sa femme. Les parents d'Elina l'ont reniée à cause de son mode de vie. Elle avait couché avec la moitié des hommes de l'église de son père, ceux qui étaient prêts à lui offrir de l'argent ou des biens matériels. Elle avait subi de nombreux avortements dans le passé et jurait de ne jamais avoir d'enfant. Elle pensait qu'avoir un enfant ruinerait son corps et l'empêcherait de continuer à vivre sa vie insouciante de jeune femme. Un jour, elle commença à se sentir malade et décida d'aller à l'hôpital consulter un médecin. Après plusieurs tests, elle découvrit qu'elle était enceinte. Comme d'habitude, Elina dit au médecin qu'elle voulait se débarrasser du bébé. « Docteur, vous savez comment on fait, sortons rapidement ce bébé. » Le médecin répondit à Elina. « Te souviens-tu de ce que je t'ai dit la dernière fois que tu as eu un avortement ?»« Oui, docteur, mais je ne peux pas me permettre d'être mère pour le moment, » répondit Elina. Le médecin poursuivit en lui expliquant. « La dernière fois, tu as eu une complication suite à ton avortement, et je t'ai dit que ce devait être la dernière fois que tu essaies cela. Si tu fais un autre avortement, tu risques de perdre la vie ou ton utérus. Veux-tu mourir ?» Elina, furieuse, cria sur le médecin, l'accusant d'incompétence. Elle se rendit dans une autre clinique pour avorter, mais après une série de tests, elle fut de nouveau déconseillée de le faire, car elle risquait de perdre sa vie ou son utérus. Déprimée et en colère, Elina finit par accepter qu'elle allait bientôt avoir un bébé, sans même savoir qui était le père. Après de longues réflexions, elle décida de déménager dans une autre ville, loin de son lieu de résidence actuel. 9 mois plus tard, elle donna naissance à un beau garçon. Mais au lieu de se réjouir, elle regardait le bébé avec dégoût, le blâmant pour avoir rendu ses 9 derniers mois misérables et presque insupportables. Rapidement, elle élabora un plan pour abandonner l'enfant dans un bidonville et retourner en ville, où elle pourrait reprendre sa vie insouciante. Un soir, après avoir pris sa décision, Elina prit le bébé et se rendit dans le bidonville. Sans aucune hésitation ni remords, elle déposa le bébé par terre, ignorant ses pleurs, et tourna les talons sans jamais regarder en arrière. Elle ne se souciait même pas de savoir si le bébé allait survivre la nuit ou non. Le lendemain matin, Elina fit ses bagages et retourna dans la ville où elle vivait auparavant. Elle mentit à tout le monde, disant qu'elle avait voyagé à l'étranger et qu'elle était de retour pour de bon. Pendant qu'elle mentait sur sa disparition soudaine, le bébé qu'elle avait laissé dans le bidonville pleurait fort. Les pleurs du bébé attirèrent l'attention des passants dans la zone. Ils étaient tous confus et effrayés, n'osant pas s'approcher du bébé. « À qui est ce bébé ? Comment quelqu'un pourrait abandonner son enfant ici ? Quel monde cruel !» murmuraient-ils entre eux. Un homme nommé Tony ne pouvait supporter les pleurs du bébé. Il se précipita, prit le bébé et le serra doucement dans ses bras avant de le ramener chez lui. À son arrivée à la maison, la femme de Tony, Esha, fut stupéfaite. « D'où vient ce bébé ?» demanda-t-elle avec curiosité. Tony expliqua. « Ma femme, j'ai vu ce petit garçon dans le bidonville alors que je marchais. Je ne pouvais pas le laisser là-bas. Je suis sûre que quelqu'un l'a abandonné. » Toujours sous le choc, Esha exprima ses inquiétudes. « Et tu es sûre que personne ne cherche ce bébé ? Je ne veux pas d'ennui. » Elle prit le bébé, le lava et s'assura de bien s'occuper de lui. Tony et Esha étaient mariés depuis 10 ans sans avoir d'enfant. Ils ne savaient pas s'ils faisaient bien en prenant chez eux un enfant étranger, craignant que les gens ne les accusent d'enlèvement s'ils découvraient la vérité. Après mûre réflexion, ils décidèrent de garder le bébé, espérant qu'en prenant soin de lui, il leur apporterait chance et bénédiction, et qu'un jour, ils auraient peut-être leur propre enfant. Ils le nommèrent Adam. La nouvelle de ce mystérieux bébé se répandit dans toute la ville. Les gens observaient de près Tony et Esha pour voir comment ils traitaient le garçon. Au fil du temps, Adam devint un garçon intelligent et aimant. Il était gentil, respectueux et reconnaissant de l'amour que Tony et Esha lui offraient. Malgré leurs moyens modestes, ils s'assuraient qu'Adam était bien pris en charge, le traitant comme leur propre fils biologique. Cependant, Adam n'était pas entièrement heureux. Il se sentait souvent triste et isolé, luttant contre la stigmatisation liée à ses origines. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon, Tony remarqua le changement chez Adam et lui demanda « Mon garçon, qu'est-ce qui ne va pas ? Je remarque que tu n'es plus aussi joyeux et joueur qu'avant. Tu souris à peine ces jours-ci. Est-ce que ta mère t'a grondé ?» Adam répondit « Je suis triste, papa. Partout où je vais, ils m'appellent le bébé du bidonville. Ils ont même une chanson qu'ils chantent toujours pour se moquer de moi. Ils disaient que c'était le démon du bidonville qui m'avait donné naissance. » Tony le coupa rapidement en disant « Ne dis plus jamais ça. Tu es mon enfant, mon fils unique. Ne laisse personne te dire le contraire. Oublie tous les surnoms qu'on te donne dehors, ce n'est pas toi.
Tu es mon fils et je t'aime énormément. Tony le rassura qu'il n'était pas ce que la communauté disait de lui. Malgré les paroles rassurantes de Tony, Adam continua à subir des moqueries et de l'intimidation à l'école. Ses camarades de classe le raillaient, chantant des chansons cruelles et se moquant de ses origines. Bébé du bidonville, le fils unique du démon sale. Leurs mots blessaient profondément Adam, qui pleurait et parfois s'enfuyait de la classe pour se cacher quelque part. Pendant qu'Adam luttait contre les brimades constantes, Elina poursuivait son mode de vie insouciant. Elle se souciait peu du sort de l'enfant qu'elle avait abandonné, continuant à rechercher la richesse et le plaisir sans jamais considérer les conséquences de ses actions. Un jour, alors qu'Elina vaquait à ses affaires quotidiennes, elle rencontra un politicien très riche et influent nommé le sénateur Raymond. Il était un homme très respecté que toutes les femmes souhaitaient avoir comme sugar daddy. Bien que le sénateur Raymond ait 5 épouses, cela ne l'empêchait pas de courir après chaque femme qui attirait son regard. Elina, qui priait depuis longtemps pour le rencontrer, espérait pouvoir obtenir une part de sa fortune. Au fil du temps, ils commencèrent à parler et elle rejoignit la longue liste des concubines du sénateur Raymond. Elle espérait qu'un jour elle deviendrait enfin l'une de ses épouses légales et lui donnerait des enfants. Le niveau de vie d'Elina s'éleva, et dans la rue, son statut devint légendaire, car le sénateur Raymond ne manquait pas de la couvrir d'argent. Cependant, après des années de relation, il refusa de l'épouser. Elina, qui vieillissait, devint de plus en plus désespérée. Elle voulait s'installer et voyait en lui un ticket pour sécuriser son avenir. Malgré tous ses efforts, elle n'arrivait pas à concevoir un enfant avec lui. Elina devint misérable et malheureuse. Son incapacité à avoir un enfant la plongea dans le désespoir. Elle visita de nombreux hôpitaux et cliniques pour consulter des spécialistes, mais en vain. Peu à peu, elle en vint à croire que Dieu la punissait pour ses péchés passés. « Ô Dieu, je sais que j'ai fait tant de mauvaises choses dans le passé. S'il te plaît, pardonne-moi et accorde-moi cette unique prière, avoir un enfant pour le sénateur Raymond afin que je devienne sa femme », pria Elina, la voix pleine d'espoir. Tandis qu'Elina courait dans tous les sens pour trouver une solution à son problème de fertilité, Adam grandissait contre vent et marée, prouvant à ceux qui le harcelaient qu'ils avaient tort. Il excellait dans ses études et dans d'autres aspects de sa vie, rendant ses parents fiers. Il venait de terminer le lycée en tant que meilleur élève de sa promotion et gagna une bourse pour étudier la discipline de son choix à l'université. Il n'était pas certain de ce qu'il voulait devenir à l'avenir. Tout ce qu'il avait toujours désiré, c'était être assez riche pour aider les enfants abandonnés et les orphelins, car il se sentait chanceux d'avoir été sauvé par ses parents adoptifs, Tony et Esha. Un jour, après avoir réfléchi à son avenir, il dit à sa mère Esha, « Maman, je pense que je veux être médecin. Je veux sauver des vies. Je crois que c'est une profession que j'apprécierai toute ma vie. » Esha fut ravi et partagea immédiatement la nouvelle avec Tony. Ils ne pouvaient pas être plus fiers de leur fils. Bien qu'Adam ne soit pas leur enfant biologique, il avait apporté une immense joie dans leur vie, et ils en remerciaient Dieu. Quelques mois plus tard, le destin joua un tour à Elina. Le petit garçon qu'elle avait abandonné des années auparavant choisit de fréquenter une prestigieuse université dans la ville où Elina vivait. Il savait que cette école formait certains des meilleurs médecins du pays. Il s'intégra bien à l'école et commença son parcours pour devenir médecin. 4 ans plus tard, malgré tous ses efforts, la situation d'Elina empirait. Elle restait sans enfant et approchait de la ménopause. Le bonheur quittait lentement son monde, et elle devint triste de sa situation avec le sénateur Raymond. Elle se disait, « Je ne peux pas rester la maîtresse de cet homme pour toujours. Il trouvera une autre femme et m'oubliera. Je dois tout faire pour qu'il m'épouse. Et s'il mourait aujourd'hui ? Que gagnerais-je après toutes ces années avec lui ? Peu importe ce que ça me coûtera, je veux devenir la femme du sénateur et rien d'autre. S'il dépense autant pour moi en tant que concubine, imagine combien de sa richesse j'aurais accès en tant qu'épouse. » Après avoir cherché des conseils sur la façon de trouver une solution à son infertilité, elle apprit l'existence d'un homme puissant dans une ville voisine qui aidait les personnes incapables d'avoir des enfants. Elle se prépara rapidement et entreprit de se rendre dans cette ville. Mais le destin frappa, Elina fut impliquée dans un grave accident de voiture qui coûta la vie à son chauffeur et la plongea dans le coma. L'obscurité envahit son monde alors qu'elle se retrouvait inconsciente sur un lit d'hôpital. Pendant qu'elle était dans le coma, elle commença à voir le visage de son bébé et revit des flashbacks du moment où elle l'avait abandonné dans le bidonville. Elle n'avait ni amis ni famille pour lui rendre visite ou prier pour son rétablissement. Après quelques semaines en soins intensifs, Elina finit par se réveiller et se mit immédiatement à crier « Mon garçon, mon garçon. Aidez-moi à retrouver mon garçon, je veux voir mon garçon, je vous en prie. » Elle était terrifiée et en souffrance. Les médecins se précipitèrent pour la calmer et s'assurer qu'elle était stable. Après un moment, Elina retrouva peu à peu ses forces, et les médecins décidèrent qu'il était temps de lui parler de son état de santé. « Mademoiselle Elina, comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Nous sommes heureux de vous retrouver parmi nous, » dit le médecin avec bienveillance. Elina répondit calmement, « Je vais bien, docteur, merci de demander. Mais où est mon chauffeur ? Est-il en sécurité ?» L'expression du médecin changea, devenant sombre. «
Nous sommes profondément désolés, mademoiselle Elina. Votre chauffeur n'a pas survécu à l'accident, il est mort sur le coup. Les yeux d'Elina se remplirent de larmes. Elle éclata en sanglots, consumée par le chagrin. S'il vous plaît, calmez-vous, mademoiselle Elina. Nous voulions vous demander, avez-vous des membres de votre famille avec lesquels nous pourrions parler? Nous devons discuter de certaines questions concernant votre santé, et nous craignons que vous ayez besoin du soutien d'une personne proche. Elina, curieuse et inquiète, demanda, je n'ai ni famille ni amis. Vais-je mourir? Je suis assez grande pour gérer mes émotions. Dites-moi ce qui m'arrive, j'ai besoin de savoir. Elina assura aux médecins qu'elle pouvait affronter ce qu'ils allaient lui dire. L'accident a affecté votre colonne vertébrale et vos genoux. Nous craignons que vous ne puissiez plus marcher pour le restant de vos jours, dit le médecin à Elina. En entendant cela, elle perdit tout contrôle. Elle se mit à transpirer et à pleurer abondamment, complètement dévastée. Je suis fichue. Comment vais-je survivre sans mes jambes? Pendant qu'elle recevait des soins, son sugar daddy, le sénateur Raymond, ne mit jamais les pieds à l'hôpital pour lui rendre visite. Il l'ignora totalement, car elle ne lui était plus d'aucune utilité. Il passa à la prochaine belle femme disponible. Après 3 mois à l'hôpital, elle fut enfin autorisée à rentrer chez elle. Elle engagea une domestique pour l'aider dans sa maison. Quelques années plus tôt, Elina avait été trop occupée à profiter de la vie et à dépenser son argent sans penser à son avenir. Elle était persuadée qu'elle épouserait un homme riche et aurait un avenir assuré. Mais à présent, sa situation l'avait placée dans une position inconfortable. Après avoir tenté à plusieurs reprises de contacter le sénateur Raymond, elle parvint enfin à attirer son attention. Il lui envoya un message disant « Elina, ma chère, comment vas-tu? J'ai entendu parler de ce qui t'est arrivé récemment, et je suis profondément désolée de ne pas avoir pu trouver le temps de te rendre visite. Tu sais que je suis un homme très occupé, c'est pourquoi tu n'as pas pu me joindre. Il se pourrait que ce soit la dernière fois que tu entendes parler de moi, car tu ne m'es plus utile. Je te souhaite un prompt rétablissement. » Hélène faillit devenir folle. Son billet de sortie avait été retiré. L'homme qu'elle pensait pouvoir lui offrir le monde était passé à une autre femme. Elle plongea dans des pensées profondes jour et nuit, regrettant de ne pas avoir mené une vie plus civilisée. Pendant qu'Elina affrontait des difficultés, son fils abandonné, Adam, ne cessait de repousser les limites. Il venait de terminer ses études avec brio et était diplômé parmi les meilleurs médecins. Il fut embauché dans l'un des plus grands hôpitaux privés du pays. Tony et Esha n'ont jamais cessé de remercier Dieu depuis qu'Adam est entré dans leur vie. Ils ont toujours été heureux et les choses sont passées de mal à mieux pour eux. Ils peuvent désormais se dire fiers d'être les parents d'un docteur. Les personnes qui l'appelaient « bébé des bidonvilles » utilisent désormais ses bénédictions et son succès dans la vie comme des points de prière pour eux-mêmes et leurs enfants. Afin de s'assurer qu'elle ne souffre pas pour le reste de sa vie, Elina commença à chercher des affaires à lancer ou des entreprises dans lesquelles elle pourrait investir. Elle avait économisé un peu d'argent lorsqu'elle sortait avec le sénateur Raymond. Elle décida de demander de l'aide à des connaissances. Alors qu'Elina parlait au téléphone avec certaines personnes pour discuter d'investissement, sa domestique Tina l'écoutait discrètement. Tina mit rapidement en place un plan pour escroquer Elina. Elle appela son petit ami, qui est un arnaqueur sur Internet, et ils montèrent un plan parfait. Tina trouva un moyen pour que son petit ami rencontre Elina et lui présente ses idées d'affaires. Après quelques jours de réflexion, Elina décida de faire affaire avec lui, et ils passèrent à la signature des documents pour rendre le partenariat officiel. 5 jours après avoir scellé l'accord, alors qu'Elina était dans le salon, Tina vint l'informer qu'elle devait se rendre au marché pour faire quelques courses. « Madame, je veux vite aller au marché pour acheter des ingrédients pour le dîner. Voulez-vous que je fasse quelque chose avant de partir ?» Elina répondit calmement. « Non, ça va, mais ne reste pas trop longtemps. Pourquoi portes-tu un sac avec toi ?» Tina sourit et répondit. « Ce n'est rien de grave, je veux juste déposer quelques-uns de mes vêtements que je ne porte plus aux mendiants du marché. » Après cela, Tina partit et ne revint jamais. Elina devint inquiète et se dit « Où est-elle passée? Je lui ai dit de ne pas revenir tard. C'est quoi cette histoire? Je suis tellement affamée. » La nuit passa et Tina ne revint toujours pas. Elina commença à paniquer lourdement. Elle ne savait pas qui appeler ni quoi faire. Elle appela la police, mais ils lui dirent qu'ils ne pouvaient pas la déclarer disparue avant 48 heures. Elina n'avait aucune idée que sa vie allait empirer. Alors qu'elle s'inquiétait, elle reçut un message de Tina. Elle fut surprise, curieuse et impatiente de connaître le contenu du message. « Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie ce message pour vous éviter beaucoup de stress. Je tiens juste à vous informer que je ne travaille plus avec vous. Et au cas où vous ne le sauriez pas, l'homme dans lequel vous avez investi est mon petit ami, et nous vous avons escroqué. Tout votre argent est parti. J'ai entendu parler de votre envie d'investir et j'en ai profité. Ne vous donnez même pas la peine de nous chercher, car vous ne nous retrouverez jamais. Bonne journée, madame. » Tina et son petit ami arnaqueur avaient quitté le pays et s'étaient installés à l'étranger pour profiter de tout l'argent. Elina se mit à transpirer.
Une autre flèche l'avait transpercée en plein cœur. Elle devait déjà faire face à son incapacité à marcher, et maintenant cela. Elle commença à penser à des moyens de se suicider, car elle conclut qu'il ne lui restait plus rien dans ce monde. Quelques mois plus tard, elle fut expulsée de l'appartement qu'elle occupait car elle ne pouvait plus payer le loyer. Elle n'avait nulle part où aller, ni famille ni amis. Pour survivre, Elina devint mendiante dans la rue. Elle commença à dormir dans les bidonvilles, où l'odeur infecte devint la seule chose qu'elle respirait. Un jour, alors qu'elle mendiait dans la rue, Elina délibérément déplaça son fauteuil roulant vers une voiture en mouvement. Elle était fatiguée de la vie et voulait juste mourir. Heureusement, la voiture n'allait pas à pleine vitesse et s'arrêta à temps pour ne pas la heurter. Et devine quoi, le garçon qu'elle avait abandonné dans le bidonville des années auparavant était l'homme qui conduisait la voiture. Immédiatement après cet incident, Adam commença à paniquer. Il était effrayé, il se précipita rapidement pour s'assurer que la femme qu'il avait failli renverser avec sa voiture allait bien. « Madame, est-ce que ça va ? J'espère que je ne vous ai pas blessée, dit-il. Les larmes coulant sur ses joues, Elina répondit. « Pourquoi avez-vous arrêté votre voiture ? Vous auriez dû me renverser et me tuer. Ma vie est misérable, je veux juste mourir. » Il était encore plus inquiet et emmena rapidement Elina à l'hôpital pour qu'elle soit prise en charge correctement. Pendant qu'Elina se reposait, il ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui s'était passé. Il réfléchissait à plusieurs raisons pour lesquelles Elina voudrait se suicider et se disait qu'il aurait pu avoir de gros ennuis en la tuant. Après un moment, Elina allait mieux et il lui dit « Madame, comment vous sentez-vous ? J'espère que vous vous êtes bien reposée. » Elina rassura Adam qu'elle allait mieux et le remercia de s'être occupé d'elle. Adam continua « Mais madame, pourquoi auriez-vous voulu vous tuer ? Pourquoi pensez-vous que c'est la solution à ce que vous traversez ? » Elina se mit à pleurer, incapable de cacher la vérité. Elle commença à lui raconter son histoire, lui parlant de son parcours et des événements qui ont mené à l'accident. En entendant tout ce qu'Elina avait à dire, Adam fut bouleversé. Il ressentit une étrange sensation de familiarité. Il commença à relier les points, le nom de la ville et l'endroit particulier où elle avait dit avoir abandonné un bébé était exactement là où il avait été trouvé. Il ne voulait pas tirer de conclusions hâtives ni faire des suppositions inutiles, mais il lui assura que tout irait bien et qu'il ferait de son mieux pour s'occuper d'elle. Il quitta la chambre d'Elina et se rendit à son bureau, en pleurant et en se disant « Si mes suppositions sont exactes, cette femme est ma mère biologique. Je ne lui pardonnerai jamais, je ne peux tout simplement pas. » Adam se mit rapidement à l'action et réalisa un test de maternité pour confirmer si elle était bien sa mère biologique. Le résultat arriva et il était positif. Adam confirma enfin qu'Elina était sa mère biologique. Il tomba à genoux et poussa un cri de désespoir. Il avait tant de questions en tête qu'il aurait aimé lui poser. Adam retourna voir ses parents adoptifs, Tony et Esha, pour les informer de l'incident qui avait conduit à cette découverte soudaine. Il leur fit également savoir qu'il était très en colère et que tout ce qu'il ressentait pour sa mère était de la haine. Ses parents comprenaient ce qu'il ressentait et lui conseillèrent de se calmer. « Mon garçon, tu sais que nous t'aimons énormément et nous serons toujours là pour toi, mais cela ne change pas le fait que nous ne sommes pas tes parents biologiques. Ta mère restera toujours ta mère. Tu dois apprendre à pardonner et oublier. Regarde du bon côté, Dieu a toujours trouvé un moyen de te bénir malgré tout ce que tu as traversé dans la vie. S'il te plaît, pardonne à ta mère et laisse la paix régner. » Adam réfléchit longuement à ce que ses parents lui avaient dit et décida de pardonner à Elina. Il savait que la haine ne lui apporterait rien de bon. Il décida de passer à autre chose et de se concentrer sur la construction d'une relation avec sa mère. Quelques jours plus tard, il retourna à l'hôpital pour voir Elina. Il était impatient de lui révéler qu'il était son fils. Une fois arrivé à l'hôpital, après avoir pris des nouvelles d'Elina et vu comment elle se portait, il lui tendit les résultats du test et lui dit « S'il vous plaît, prenez ceci et lisez les résultats, madame. » Elina, curieuse, demanda d'une voix tremblante « Pourquoi ? De quoi s'agit-il ? Est-ce que je vais mourir ?» Adam la rassura en lui disant que c'était une bonne nouvelle, mais qu'elle devait le découvrir elle-même. Elina regarda attentivement les résultats du test, son esprit tourbillonnant. « Jésus, est-ce sérieux ? N'est-ce pas ton nom que je vois sur ces résultats ? Tu es mon fils ? Ah, mon fils est vivant. Merci, mon Dieu, mon fils est vivant. » s'écria-t-elle. Le cœur d'Elina était rempli de regrets et de chagrin, des larmes coulant sur ses joues, alors qu'elle demandait pardon. « Je suis désolée, mon fils, je suis désolée, je ne savais pas mieux, j'étais jeune et stupide. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. » Ils pleurèrent tous les deux de joie. Quel moment émouvant alors qu'Adam retrouva sa mère, Elina, et qu'ils eurent leur premier moment en tant que mère et fils. Adam et Elina commencèrent à reconstruire leur relation, doucement mais sûrement. Elina comprit enfin la véritable signification de l'amour et du sacrifice. Quelques jours plus tard, Tony et Esha rencontrèrent Elina et elle ne pouvait s'empêcher de les remercier d'avoir si bien pris soin de son fils. Au fil du temps, la santé d'Elina s'améliora et elle se consacra à aider les autres.
Elle créa une organisation caritative pour soutenir les enfants abandonnés et orphelins, espérant empêcher d'autres enfants de vivre ce que son fils avait traversé. Chers spectateurs, quelles leçons avez-vous tirées de ce conte dramatique? Nous aimerions connaître vos avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié l'histoire, donnez-nous un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières nouveautés. Merci de regarder et restez bénis.